messieurs, nous sommes en train de préparer une playlist. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Comment allez-vous? On se retrouve ici même sur Au Rebond pour 26 minutes de basket 100% français. Oh, la chance. Mike, on ne perd pas. On ne perd pas. Michael, toi tu ne perdons pas. Jamais. C'est Jamais. J'en perds mon oreillette. Comment vas-tu, mon frère? Ça va très bien, très bien. On est là. Regardez-moi cette boule de cristal. Incroyable. On vient de faire les pronos. Oui. Tout est bon. Mike, il est chaud. Tout est bon. En tout cas, on va parler de Cholet, on va parler également d'Évreux, on va parler du rugby basket, on va parler de la jeunesse du basket français tout de suite sur Au Rebond. La jeunesse, la garde, la jeune garde, choletaise. Alors déjà, on sait que c'est une belle formation. Historique. Jeune, Cholet, voilà. Cette année, il y a quand même des jeunes qui se démarquent pas mal. Jeanne Salin, on sait qu'il sont dans un gros été avec l'équipe de France jeune. Gérald Dayahi, qui a fait ses armes à Portez, il est parti également à Bordeaux, on l'avait vu en National 1. Là maintenant, c'est à Cholet qu'il explose. Il a d'ailleurs battu son frère. Oui, victoire, fratricide face à Nanterre. Nils Sako, alors qui ne fait plus partie des jeunes en termes d'âge, mais qui est quand même une fleur qui est en train d'éclore sous nos yeux et qui domine la raquette au niveau de chez Cholet, enfin en tout cas à Cholet. Mike, ton regard sur cette jeunesse choletaise? Moi, je vois un regard très précis, l'arrivée de Julien Zoa en tant que coach entraîneur de Cholet Basket et qui est en charge justement du travail individuel de cette équipe de Cholet. Quand tu as des jeunes demandeurs et qu'il y a un coach qui est disponible à 7h du matin pour te faire ton travail individuel et pour bosser avec toi, ça aide. Tout de suite, tu as des résultats. On prend Tidjane Salin, qui a fait un super été avec l'équipe de France et qui continue dans la lignée justement de son été. Cholet, c'est une méthode. Ils font confiance aux jeunes, ils leur laissent toujours une place, 2 places pour être en pro. On parle de Hugo Rubino avant, on parle de tous ces joueurs qui ont fréquenté l'Académie Gauthier de Cholet Basket. Mais après, il faut transférer ça. Ouais. Et pour transférer ça, Cholet a pris entre guillemets, le risque, qui pour moi est payant, le risque de prendre un coach qui peut les former individuellement pour qu'ils continuent de progresser et qu'ils se mettent aux exigences de la B-Click Elite. Et l'exigence, elle est technique, elle est physique. Et quand tu as un coach comme Julien Zoa, tu es prêt. Et justement, c'est ça la chose, c'est aussi le fait de laisser de nouveaux coachs entrer. Parce que là, Julien Zoa, on sait qu'il était à Nantes la saison dernière. Il a upgrade, comme on dit. Il est passé au niveau au-dessus. Et ça a permis à Cholet, tout de suite, de voir éclore de nouveaux jeunes. On parle également de Enzo Goducina, qui venait de Champagne Basket et qui fait une très belle saison, à l'image même de son équipe. Oui, pour eux c'est gagnant parce qu'on se rend compte que beaucoup de clubs ont des profils NBA. Mais qui peut convertir en de vrais joueurs NBA? Là, ils ont Tidjane Salin, mais on parle aussi d'Amel Létang qui est en espoir et que dans pas longtemps, on va voir à un moment donné avec les pros. Il faut avoir des gens pour les faire travailler, pour les faire évoluer dans les bonnes conditions. Et pour moi, le Cholet se démarque par rapport au travail qu'ils font avec les jeunes. Quand on a un gars spécialiste dans ça qui peut les faire progresser, la progression elle est beaucoup plus rapide et à la fin, les résultats sont beaucoup plus probants. On enchaîne avec Évreux, et là pareil, il y a pas mal de noms qui ressortent. C'est même eux d'ailleurs qui portent l'équipe en termes d'évaluation sur ce début de saison. Sitraka Rahari Manantoanina, donc le français d'origine malgache. On a également Kenny Kassiama, Kylian Malouaya, Romain Parmentelot, des noms qu'on a vu sortir d'espoir. Romain qu'on a vu évoluer à Lyonceau en National League l'année dernière. Mike, cette équipe alors c'est un véritable. Alors quand on dit que c'est un vent nouveau, c'est réel. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui n'avaient pas forcément de gros rôles là où ils étaient, sauf peut-être Romain qui lui pour le coup était titulaire à Lyonceau et qui là sont en train de porter cette équipe d'Évreux. Ouais, et on leur laisse la possibilité de le faire. Aussi, c'est déjà la première chose. Et je pense que c'est pas tous les clubs qui sont prêts à le faire. Ce qu'Évreux est en train de faire, c'est de laisser de la place, et vraiment, je dis bien de la place, à des jeunes d'être eux-mêmes et avoir un rôle qu'ils ont finalement l'habitude d'avoir depuis qu'ils sont petits. C'est des joueurs qui, depuis petits, ont l'habitude d'avoir les clés en main dans une équipe. Donc, pour eux, il n'y a pas de grande différence, juste ils le font au niveau professionnel. On leur a laissé la place, ils la prennent, et là on voit tout le talent éclore, et je pense que c'est une bonne chose pour Évreux.
Mélissa, une question des internautes par rapport à cette équipe d'Évreux. Et oui, on a reçu une question de Romain sur Insta. Et donc, petit coucou à Romain. Que pensez-vous, Mike Hervé, de ce mix joueurs d'expérience et jeunes joueurs très talentueux? Alors on rappelle, avant que tu répondes à la question, on a justement des joueurs comme Paul Rigaud, Yacine Joseph, Bangali Fofana qui était alors blessé récemment, mais et aussi Joe Burton, qui sont là pour aiguiller cette jeunesse. Ton avis là-dessus? Pour moi, les joueurs d'expérience, dans une équipe comme celle-là, c'est un filet de sécurité. C'est de se dire, OK, on a des joueurs comme Joe Burton, qui, à un moment donné, quand on est en galère, on lui passe la balle, il va trouver une solution. Mais ça ne veut pas dire qu'il va tout vampiriser dans l'équipe. Ouais. On laisse de l'espace aussi à des jeunes de pouvoir courir, de pouvoir faire un jeu un petit peu différent. Et pour moi, le bon mix, c'est ça, c'est avoir le filet de sécurité et d'avoir aussi cette folie, cette aisance de pouvoir jouer un basket différent, ce que propose en ce moment l'équipe d'Évreux. On continue avec la cure de jouvence qui est en train, enfin en tout cas qui a opéré cet été le RAC Basket, évidemment avec la famille Hervy aux baguettes, que ce soit en général management ou dans l'encadrement. Hélène Benitez, Biray Massila, Raphaël Linaras, qui est d'ailleurs grec, donc même à l'étranger ils sont partis chercher jeunes, Curtis Sakai, qui vient d'ailleurs d'Évreux, dont on vient de parler. Donc ils ont regroupé pas mal de jeunes, également William Nézé qu'on a vu au All-Star Game des moins de 23 la saison dernière. Et tout ça a l'air de prendre plutôt pas mal. Alors évidemment, on ne les retrouve pas encore dans le top 5, mais ils sont pour l'instant dans la poule du milieu, dans cette poule A. Ton avis sur le RAC Basket de cette saison? Déjà, l'arrivée d'un nouveau coach, Nenad Papic, qui lui aussi est un coach jeune et qui, je pense, comprend très bien les codes du moment. C'est-à-dire d'avoir des jeunes, de pouvoir les faire progresser et de leur donner un rôle, ce que fait Évreux aussi actuellement en Pro B. Là, c'est encore un niveau supérieur, parce que là, dans l'équipe de Rueil, le meilleur joueur de l'équipe a 20 ans. Ouais. Et ça, c'est peut-être quelque chose de supplémentaire que Papic a ramené à cette équipe de Rueil, c'est de se dire à un moment donné, on va faire confiance totalement, pas partiellement, totalement, à un jeune meneur de 20 ans. OK, tiens la balle, crée le jeu, fais-nous gagner. Exactement. D'ailleurs, c'est une question par rapport à ça. Oui, on a reçu une question. On vous demande que manque-t-il au RAC pour devenir prétendant à la montée cette saison? Pour moi, cette question, elle est un peu particulière parce que est-ce que Rueil veut vraiment monter? Quand on veut monter, c'est vraiment que tout le club est armé pour cette montée. Ouais. Et déjà comme un club de Pro B. On ne veut pas monter en Pro B si on n'est pas prêt, si on ne fonctionne déjà pas comme un club de Pro B. Aujourd'hui, Rueil ne fonctionne pas comme un club de Pro B. Donc déjà, je ne pense pas qu'ils veulent monter. Pour monter, là, il faudrait plus de sous, plus d'infrastructures, plus de choses. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc pour moi, ils ne veulent pas forcément monter. Et quand on voit le recrutement qui a été fait, et le travail qui est en train d'être fait, on voit aussi que c'est un travail sur le long terme. C'est-à-dire que tu prends Birasila, tu prends Benitez, tu continues, tu fais avancer Niézé, tu fais venir Lanaras, donc comme tu disais, un joueur étranger qui vient justement sur les postes extérieurs avec un vrai rôle. Quand tu vois tout ça, tu comprends que tout de suite, l'ambition n'est pas de monter, mais de construire quelque chose qui pourra peut-être servir plus tard, quand il y aura plus d'infrastructures, à faire une équipe solide pour monter. On continue avec la jeunesse du basket français, mais cette fois-ci dans le débat. Mesdames et messieurs, est-ce que les centres de formation, le fleuron français... Non, il faut se poser la question. Est-ce que c'est la fin de l'Eldorado? Est-ce que c'est la fin de l'Eldorado? Parce que on assiste à beaucoup de choses. On assiste à beaucoup de choses. Et on voit que nos jeunes sont happés par les envies d'ailleurs. Ouais. Et parfois d'ailleurs, dans le pays même. Ouais. Donc en dehors des centres de formation. Possibilité de faire une carrière sans forcément passer par, on va dire, la voie royale. D'accord? Sans forcément passer par le Pôle France même d'ailleurs. Sans forcément passer par les championnats espoirs. Que ce soit en Pro B ou en Pro. Ou en Pro A. Mike, maintenant, lorsqu'on est dedans, parce qu'on va parler de l'extérieur après, lorsqu'on est dedans et qu'on a fait ses armes à l'intérieur d'un centre de formation, le meilleur choix, on a parlé de certains joueurs, d'accord, qui évoluent en jeunes, justement, que ce soit en Pro B ou en National 1,
quels sont selon toi les meilleurs choix à faire lorsqu'on sort du centre de formation, qu'on a été cocooné réellement et qu'on se retrouve maintenant face au monde pro? La première chose, et je le dis, et je vais même regarder la caméra, dans les yeux. La première chose à faire, c'est de trouver un club où on sera titulaire, où on aura un rôle majeur dans une équipe. Quand on sort d'un centre de formation, le but pour une post-formation, c'est de jouer. C'est de valider tous les acquis qu'on a fait en centre de formation, c'est de jouer. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir un club où on a un vrai rôle majeur. Attends, j'ai une question parce que du coup, tu préfères être titulaire dans une équipe, par exemple, je sais pas, je vais dire N1, ou peut-être sur le banc dans une équipe de Pro B, mais du coup avec plus d'opportunités d'évoluer finalement. Tu vois, on a eu le même sujet entre Corentin Falcoz et Eliane Benitez. Moi, j'avais dit clairement ma préférence par rapport à ça. J'avais dit, vaut mieux être titulaire en N1 et avoir un rôle super majeur. Le cas de Benitez, là, c'est que c'est le meilleur joueur de l'équipe de Rueil. Et je pense que pour un joueur qui veut maximiser tout son potentiel, il faut qu'il puisse le mettre sur le terrain, tenter des choses, avoir une liberté d'expression qui soit maximale. C'est le cas de Benitez en ce moment. Donc c'est pour ça que je parlais du fait d'être, pour moi, c'est mieux d'être titulaire en N1 que d'être remplaçant en Pro B à l'heure actuelle. Et c'est pas le seul. On voit Andrézieux, le jeune Mohamed Sidibé, qui est en train de tout fracasser dans la raquette d'Andrézieux. Clairement, pour moi, la réponse est répondue quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en National 1, par exemple, avec ces jeunes-là. Maintenant, l'autre question, donc, clairement, la réponse que tu donnes, c'est essayer de faire en sorte quand même de trouver un club qui va nous aider à progresser, qui va nous donner des minutes. Titulaire, c'est très bien. Si on a un second rôle, être sûr au moins de pouvoir avoir des minutes sur ce second rôle-là. Exactement. Mais là, on voit, par exemple, reprenons le cas de Corentin Falcoz, il y a du monde devant lui. Il y a du monde devant lui. Et un mec comme Doby, là, il a faim. Et d'ailleurs, la transition est parfaite. Parce que un joueur comme Christopher Doby, il est l'incarnation même du profil qui n'a pas eu besoin de passer par les centres de formation, le pôle français, etc., pour être pro maintenant. Et il y en a eu d'autres. Juste pour revenir sur lui, pourquoi ça peut être une bonne option de passer justement par ces voies nationales. Un joueur comme Chris Doby a un style de jeu, a une identité. Il n'a jamais laissé cette identité. Depuis qu'il est petit, il joue d'une certaine façon et il a continué à progresser dans ce style de jeu-là. Donc partout où il est allé, il a mis des points, il a mis des points, il a mis des points, il a mis des points. Et il continue de mettre des points. Et on l'a toujours appelé pour faire ça parce que c'est son identité. Et justement, des fois, quand on passe dans des divisions un peu supérieures, on perd ça. Alors que lui, il a gardé ça. Et au final, on arrive en Pro B, et ben on t'appelle, et ben tu mets encore 20 points parce que tu es habitué à mettre 20 points. Et puis on t'a appelé pour ça. On t'a appelé pour ça. Il n'y a aucun problème pour toi. On t'appelle. Tu as déjà mis 2000 points en carrière. C'est pas un souci. Le tir, il va rentrer. Et même s'il ne rentre pas, demain, il va rentrer. Parce que tu as confiance. Et pour moi, c'est le point le plus important. C'est la construction de la confiance que tu as en passant par les divisions inférieures, en continuant d'avancer avec ce rôle-là. Et pour moi, Chris Doby est l'illustration parfaite. Et l'illustration, mais c'est même pas le seul. C'est pas le seul. C'est pas le seul. C'est pas le seul. Quand tu vois, par exemple, la carrière de Pierre Pelos, qui est aujourd'hui maintenant à Gran Canaria, qui est passé par les divisions N2, N1, qui est, on se souvient, en N1 à Tarbes, etc. Exactement. Quand tu vois Laou Konaté, qui est passé par la N1, qui a en plus remonté après en Pro B, remonté après en Jeep Elite. Tu vois Hugo Doumbia, champion d'Europe avec l'équipe de France U20, qui est un joueur qui est passé par la Prénat et la N3. Et qui maintenant est en Pro B. Qui maintenant est en Pro B à 8 ou 9 dévals par match. Tu vois Lucas Boucaud, qui était encore au début de saison le meilleur passeur de Betclic Elite avec Saint-Quentin, qui a été en N1, qui faisait les petites minutes en N1, etc. Incroyable, et on peut continuer. Lionel Godou, lui aussi, qui a 12 d'évaluation, lui est en N2, qui est en N2, N2 Lionel, et à l'époque, il était à 12 d'évaluation en N2, et ça bouge pas, Maintenant il est en proie, ça bouge pas, parce qu'en fait, il s'est habitué à son truc, il sait ce qu'il a à faire, il le fait bien, il connaît son rôle, il le fait à la perfection, et partout on va l'appeler, c'est 12 d'évaluation. Ça s'appelle pour ça. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Aujourd'hui, pour les jeunes, c'est vraiment
trouver un spot où vous allez vous développer et construire et renforcer votre identité. Si votre niveau aujourd'hui c'est titulaire en N2, allez en N2, soyez titulaire. Envoyez, envoyez, envoyez. Vous allez passer en N1, envoyez. Vous allez passer en Pro B, envoyez. Vous allez finir comme Lionel Godou, être à 12 d'évaluation en Pro A. Et avoir un peu d'argent dans mon compte en banque aussi. Aussi. Faut pas Bien sûr. Alors qu'en fait, si parfois tu vas en Pro B ou en Pro A pour des rôles de remplaçant, tu vas faire que être remplaçant. Et puis il y a la frustration qui vient avec ça. Et moi, je peux en parler en connaissance de cause, parce que c'est ce que j'ai fait pendant toute ma carrière sans savoir ça. À la fin, j'étais là. Les gars qui sont partis en N2 ou en N1, d'une, ils m'ont rattrapé. Mais comment maintenant on s'est retrouvés dans le même championnat là? Ils m'ont dépassé, parce que c'était pas pour le même rôle. Ah oui. Moi, on m'a dit, oh, maintenant, t'es défenseur, organisateur. Alors que moi, à la base, c'était les points qui m'intéressaient. Et je me souviens justement, par rapport à ça, Mélissa, je te vois trépigner, t'inquiète pas, tu vas. Mais moi, franchement, tu vas poser tes questions. On veut aussi entendre ce que tu as à dire par rapport à ça. Mais je me souviens justement par rapport à ton cas. On était à l'école ensemble, d'accord? On était au lycée ensemble. Nous, Mike, c'était la fierté. Non, mais il faut le dire. Mike, c'était la fierté, pas du quartier, de la ville. Entendez bien, de la ville, de notre petite ville, notre petite bourgade, de Sucy-en-Brie dans le 94, Mike, c'était la fierté. Et il y a beaucoup de choses, évidemment, beaucoup d'informations, que si tu avais eu peut-être à l'époque, tu aurais eu des choix de carrière complètement différents. Et nous, on est déjà super content d'avoir un pote qui était pro, pour commencer, même si c'est vrai qu'après, on en a eu d'autres qui ont justement gravi les échelons et réussi à faire leur trou dans le monde du basketball professionnel. Mais c'est vrai que tu as commencé très très tôt. Et si tu avais ce type d'informations-là au bon moment, si le timing avait été bon, certainement que tu n'aurais peut-être même pas eu la même carrière. Ah, clairement. C'est-à-dire que j'aurais fait des choix de carrière complètement différents, basés par rapport à mes qualités, et pas juste me dire, je suis en pro. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui fonctionnent comme ça, et je peux comprendre. En plus, on est dans les réseaux sociaux, on a un truc, il y a une image du basket professionnel, et de dire à tous son entourage, je suis en pro, je suis un vrai joueur. Non, peut-être que le joueur qui est titulaire en N2, il est meilleur que toi, il travaille plus que toi. Donc pour moi, il faut démystifier tout cet environnement-là du basket professionnel et vraiment se prioriser vers sa progression, son chemin de carrière, parce qu'on voit, il y a plein de chemins pour arriver au sommet. Exactement. Ouais. Et moi, franchement, j'ai vraiment une question pour vous. Donc, vous dites quand même qu'il y a des belles évolutions qui se font en France, des jeunes joueurs. Yes. Mais comment vous expliquez qu'il y en ait autant qui, très jeunes, s'en vont à l'étranger parce que ça les fait rêver? Pourquoi ils nous quittent comme ça dès le plus jeune âge? Ils se disent, bon, bah non, moi, je ne veux pas me former en France, je m'en vais. C'est vrai. Il y a des exemples. Il y a des exemples. On a eu Rupert en Australie, on a eu Essengue, Hayes, Dadier, qui sont partis en Allemagne. Alors, mon avis, c'est que quand Mike parle de démystification, c'est aussi parce que justement, ces championnats espoirs, le fait d'être pro, c'est plus sexy. Ce n'est plus sexy, puisque justement, il y a la possibilité de devenir pro autrement, maintenant. Au point où, le fait de sortir du circuit centre de formation devient presque, en tout cas, est en train de devenir normal, ne serait-ce que sur le territoire, mais aussi à l'étranger maintenant. C'est plus seulement la N1 qui va te permettre 2, c'est plus seulement la N2 qui va te permettre 2 avec quelques années. Il y a même des étrangers qui l'ont fait. On pense à Liane Philippe, à Robert Turner, etc., qui eux sont venus, ont commencé en N1, N2, même pour Liane Philippe, et qui maintenant se retrouvent en Pro B, Pro A. Donc clairement, si eux l'ont fait, pourquoi pas nos jeunes à nous? C'est clair. Mais l'étranger, clairement, pour moi, il y a un aspect marketing qu'aujourd'hui la France n'a pas. On n'arrive pas à valoriser nos championnats de jeunes, ou nos championnats tout court, aux yeux de la nouvelle génération. Il y a des championnats australiens et allemands, c'est dingue, l'Australie c'est à l'autre bout du monde, c'est à l'autre bout du monde. Vous ne pensez pas réellement que le gamin il a envie de rester auprès de sa famille, dans son cocon, et puis de pouvoir évoluer tranquillement, qu'on puisse lui donner des minutes pour qu'il puisse, comme un Rizaché, comme d'autres. Non, malheureusement, on n'a pas assez de clubs qui ont le cran, le courage, et surtout, malheureusement, encore une fois, ce n'est pas rendu assez sexy. Moi, je le dis clairement, il y a un défaut marketing là-dessus. Il y a quelque chose qui manque en France par rapport à ça et qui pousse les gamins à aller ailleurs parce qu'ils savent qu'en bougeant, ils auront plus de visibilité. Si on prend l'exemple pareil. Alors, pour le coup, là, on ira dans les universités américaines avec Sylvain Francisco. Qui lui, voilà, il a eu la chance de tomber sur Choulet, et ça tu vas en parler, pour lui donner un peu de minutes et justement pouvoir éclore sur le sol français, mais ça a été rare. Ouais, et puis il est parti très jeune. C'est-à-dire que
assez jeune, il s'est dit, mon style de jeu ne convient pas forcément à ce qui se passe ici. Je vais partir, mais je vais continuer à être moi-même. Quand je vais revenir, je serai tellement fort que même si c'est pas le style qu'ils kiffent, ils seront obligés de me faire jouer. C'est dingue de penser ça aussi jeune. Qui leur fait penser après, ça lui il est dans un environnement basket où il est très conseillé. Son frère a été personal trainer pour les Utah Jazz, donc il a quand même un environnement autour de lui qui a une autre vision du basket que celle qu'on voit tous les jours. Donc ils lui ont dit, pars, ce que tu fais sur le terrain là, ça convient pas forcément à ce qui se passe ici. Pars, sois le meilleur dans ce que tu fais, que ça, quand tu reviens, tu vas revenir parce qu'on a besoin de toi. Et Choulet avait besoin de lui, il a mis meneur titulaire, il a fait une grosse saison, et depuis maintenant, il est parti à l'étranger, gauche-droite, cette année, paf, Euroleague, paf, équipe de France. Exactement, et la chose, c'est qu'on peut retranscrire ça sur beaucoup d'autres domaines d'activité. On parle de fuite des cerveaux français qui vont à l'étranger pour justement soit créer des entreprises, soit avoir de meilleurs postes. On se rend compte que c'est la même chose en France, malheureusement. Et pour moi, c'est un vrai souci. C'est un vrai souci de valorisation de nos talents. La dernière fois, on parlait des coachs, mais là, clairement, on se rend compte que c'est le même sur les terrains. Après, il y a encore un autre fait, c'est que aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont entre les deux en termes de niveau. C'est-à-dire qu'ils sont entre le niveau espoir et le niveau Betclic Elite. Parce qu'il y a un vrai fossé entre le niveau espoir qui est niveau N3 amélioré et le niveau Betclic Elite qui est 4 divisions, 5 divisions au-dessus. Donc quand tu as le niveau, quand tu es entre les deux, qu'est-ce que tu fais en France ? Il n'y a pas grand-chose. Donc il y en a plein qui partent en université. On pense à Maël Crespon-Amin, on pense à Zach Perrin qui sont partis, puis qui sont revenus. On pense à d'autres, à Hélène Fibleuil qui est encore là-bas à UCLA. Ils se disent, bon, moi, mon niveau, il est entre les deux aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais ? Soit j'ai un club Pro B qui me promet du temps de jeu, ou soit je pars pour continuer mon apprentissage scolaire et basket, et je peux revenir avec une vraie puissance sur le marché français, ou voire rester là-bas pour aller en NBA. Moi, j'avais demandé, c'est quoi du coup la plus-value de ces joueurs-là une fois qu'ils reviennent ? Est-ce que d'avoir ça sur le CV, être parti à l'étranger, tout de suite ça t'ouvre des portes ? Ou est-ce que vraiment, très concrètement, sportivement parlant, t'as explosé et tu peux être titulaire dans des grosses équipes ? Il faut voir le parcours des gens qui sont partis. On parlait de Sylvain Francisco. La question à se poser, c'est est-ce que Sylvain Francisco serait ce joueur-là s'il était resté à 16 ans ou 17 ans dans le circuit français ? La réponse est probablement non. Quand on voit comment ça s'est passé quand il est revenu, où il a dû repasser par les espoirs alors que clairement il avait le niveau pour jouer en pro, on se pose la question, est-ce qu'il aurait eu le même parcours ? Donc il y a plein de joueurs aujourd'hui qui font ce choix-là. On pense à Rupert qui est parti de l'autre côté. On pense à d'autres joueurs qui préfèrent, pour aller en NBA, passer par l'Australie, parce que c'est une plateforme, ou l'Allemagne, c'est une plateforme de visibilité terrible pour eux. On pense à Hayes, qui n'avait pas forcément autant de crédit que ça avant de partir à Ulm, et qui s'est retrouvé meneur titulaire d'une équipe qui joue la Coupe d'Europe, paf, top 15 de la draft. Donc il y a plein de situations comme ça où on se dit, outre la question est-ce que c'est une plus-value, est-ce que c'était le meilleur choix pour eux ? Et on est obligé de se dire que très souvent oui. Donc si on se dit très souvent oui, peut-être qu'il y a une plus-value à faire ce choix-là. Alors vous l'aurez compris, là l'objectif, surtout pour la jeunesse, là, parce que là c'est vraiment à elle qu'on s'adresse ce soir, c'est de faire des choix qui justement à notre époque n'étaient pas forcément possibles sur la table. Ils étaient possibles mais ils n'étaient pas communiqués, on n'avait pas l'information. C'est sûr que personne, il y a 10, 20, 25 ans, se disait que je vais partir en Australie pour pouvoir percer dans le basket. Et aujourd'hui, on voit aussi que la mondialisation du basket permet aussi pas mal de fenêtres de tir pour les jeunes qui sont aussi conseillés maintenant par rapport à ça. Et donc, on peut plus seulement leur dire faut venir en championnat français et y rester toute sa vie. Non, dès 17-18 ans, tu as déjà plein d'options. Ils peuvent bouger. Et justement, et là maintenant, il y a un aspect clairement, et là c'est aux instances qu'il faut s'adresser. Il y a des ligues qui sont en train de se spécialiser pour aspirer nos meilleurs talents dès le plus jeune âge. N'avons-nous pas ici la possibilité de créer quelque chose de périn, de créer quelque chose de logique et surtout sur le long terme pour pouvoir conserver nos jeunes? Parce que les meilleurs se tirent. Les meilleurs se tirent, c'est même plus... C'est un constat. C'est un constat. On n'est pas là en train de dramatiser les choses. On se dit clairement qu'avec
les infrastructures que nous avons, la qualité des coachs également, on a réussi à le mettre en avant la dernière fois, mais également et surtout le potentiel qu'il y a dans le vivier, il est possible de créer quelque chose de différent, de plus attractif, et également qui pourra mettre en valeur davantage notre jeunesse pour éviter qu'elle aille à droite à gauche et faire ses armes. Et puis en plus de ça, ça mettra en valeur la formation française. Et pourquoi pas attirer des étrangers aussi. En plus, aussi. En plus. Et certains le font. Je pense à Guillaume Vizada-Vichy, qui a pris le parti il y a très longtemps d'insérer des jeunes rapidement dans son effectif. Ça a du succès. Ouais. Ça a du succès. Donc je pense qu'il faut continuer à proposer ça pour que les jeunes voient dans les championnats français une porte de sortie après leur formation. En tout cas, c'est un lourd sujet. C'est un long sujet. On pourrait rester là pendant 3 jours à en débattre. Hein. Donc, mais évidemment, je dis, nous avons des pronos à faire. J'ai des pronos à gagner. Il faut que je repasse à 2-1. On a un partout. Oui, non, cette bouline n'est pas là pour rien. Elle est là pour bloquer mon mojo. Clairement. On va annihiler ça. On va annihiler ça. Ça suffit. On se retrouve en ce qui nous concerne lundi prochain, 22h, comme d'habitude. N'hésitez pas évidemment à regarder les réseaux sociaux. On sera là avec les pronos jeudi soir, 22h également. Et comme d'habitude, Antoine débrief la Nationale 1 entre 16 et 18h. Le One Dance Show. Oui, le One Dance Show sur Facebook. Donc allez-y. Suivez-nous, restez au rebond, on se retrouve la semaine prochaine, on vous kiffe. Ciao, ciao. J'ai adoré le reste.